Je suis Anne Lose, je suis rhumatologue adulte. Je suis arrivée en même temps que les premières biothérapies, donc vous imaginez mon âge. Et je suis ravie de participer à ce webinaire avec mes collègues Chloé et Linda, parce que justement, comme je suis arrivée en même temps que les premiers traitements biologiques, j'ai pu voir une véritable révolution dans les traitements. Et je suis ravie que ces webinaires existent. Et je pense, j'en parlais encore à Mélanie, qu'il faut élargir l'audience, hein, élargir ce type de réunion, parce que vous savez toutes et tous que les rhumatologues sont en voie de perdition dans notre pays. Par contre, vous voyez aussi de webinaire en webinaire qu'il y a de plus en plus de traitements à notre disposition. Et donc, il ne s'agit plus seulement d'aller mieux dans nos rhumatismes inflammatoires chroniques, mais d'aller très bien, d'être en rémission. Et du coup, on demande effectivement à nos patients d'être vus régulièrement. Et sans rhumatologue ou médecin interniste ou pédiatre suffisamment présents, les patients ne sont pas vus de façon assez fréquente. Donc, j'espère que tous les participants, infirmières, médecins généralistes, kinés, tous les gens qui gravitent autour de nos patients puissent avoir les connaissances requises pour répondre à un certain nombre de questions et surtout pour que nous puissions revoir en tant que spécialistes les patients au bon moment. Voilà, alors merci donc à la filière hein, de faire ces webinaires. Et donc, je vais directement passer au traitement. Ah, alors ça, c'est pas le bon. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On n'a pas de chance, comme disait Mélanie, c'est pas le bon traitement, c'est pas le bon topo. Eh ben c'est pas grave, on va faire avec celui-là. C'est pas celui que j'ai envoyé là, mais tant pis. Alors, décidément, je suis pas bénie ce Oui, je soir. suis C'est pas désolée, grave. c'est celui que tu nous as envoyé. Je suis désolée. Eh ben, c'est celui de l'année dernière. Eh ben, il y a eu une erreur dans mon envoi. Et elle n'est pas revenue, notre amie Géraldine. Oui, normalement, si, Alors, elle peut pas partager. Elle ne peut je pas suis, partager. je suis au bout du téléphone. Mes écrans, en fait, sont figés. Alors, si j'ai peur de stopper le webinaire si j'interviens sur mon ordinateur. Ok. Et, mais Bon, par eh ben, contre, tant pis. Tant pis, on va faire comme d'accord. ça. On va faire comme ça. Donc, un traitement pour tous. Alors, effectivement, c'est surtout un traitement pour chacun. Alors, notre médecine de rêve, c'est de faire un traitement personnalisé, c'est-à-dire voir quelle cytokine est surexprimée ou sous-exprimée dans nos maladies inflammatoires et pouvoir la bloquer. Alors, ça, c'est le rêve de tout rhumatologue, mais en réalité, c'est un traitement de groupe. Alors, vous savez que dans les sociétés françaises, aussi bien donc dans les recommandations nationales qu'internationales, on a maintenant des recos selon le type de maladie, la polyarthrite rhumatoïde, qui est le premier rhumatisme inflammatoire en France, avec 1% de la population, les spondyloarthrites, les rhumatismes psoriasiques. Et donc, on a comme ça, grosso modo, des traitements adaptés à chaque groupe, mais on n'arrive pas encore à avoir un traitement personnalisé par patient, parce il faut prendre en compte ses antécédents, ses facteurs de risque, ses complications extra-articulaires, et on pourra décider d'un traitement en fonction de l'ensemble du patient et pas juste de la maladie. Alors, vous voyez que le Rémicade, il a été découvert en 1984 et que depuis, nous sommes maintenant à 9 classes de biologiques. Alors, je vous ferai passer pour la filière le topo actualisé, hein. C'est vraiment dommage. Et donc, dans cette révolution de traitement, un arsenal qui devient un paysage thérapeutique qui devient énorme, il faut avoir quand même des idées très communes pour toutes ces biothérapies. Et donc, on a besoin, comme je disais en préambule, de la connaissance du rhumatisme par le patient et grâce à l'éducation thérapeutique, les choses ont vraiment changé, mais également des médecins généralistes, des kinés, des pharmaciens d'officine, des ergothérapeutes, des diététiciennes, que sais-je, tous ces gens qui gravitent autour de nos malades. Donc, ces principales indications,
comme nous l'avons dit et comme l'a dit Linda, ce sont principalement les rhumatismes inflammatoires. Donc, je ne reviendrai pas sur les arthrites juvéniles qui ont été détaillées tout à l'heure. Pour les rhumatismes inflammatoires chroniques de l'adulte, il y a la polyarthrite rhumatoïde, donc qui est le rhumatisme inflammatoire le plus fréquent en France. Les spondyloarthrites, en chef de file, c'est la spondylarthrite ankylosante. Il y a également les rhumatismes liés aux maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Il y a également la maladie SAPHO qui ressemble aux ostéites multifocales de l'enfant. Donc, c'est un acronyme pour synovite, acné, pustulose, hyperostose et ostéite. Et le fameux rhumatisme psoriasique. Et Chloé, vous avez montré l'arsenal thérapeutique dans le psoriasis cutané, mais également dans le rhumatisme pso. Ensuite, donc ça fait, comme je l'ai dit, plus de 20 ans qu'on utilise ces médicaments. Donc, je rappelle aussi dans ce type de réunion que ces médicaments sont des médicaments qu'on connaît extrêmement bien. Donc, ça fait 20 ans qu'on utilise les premiers, donc les anti-TNF, et donc depuis, avec toutes les nouvelles classes. Et donc, on les utilise également dans d'autres maladies auto-immunes, et principalement le lupus, le Gougerot, dans beaucoup de vascularites, dont la maladie de Horton, dans des connectivites, dans des myopathies, dans de multiples traitements où on a la chance de ne plus utiliser de la corticothérapie au long cours et à grosse dose. Et donc, quand on me dit que les biomédicaments ou les thérapies ciblées sont des médicaments avec de gros effets secondaires, pour travailler depuis 20 ans, je prescris tous les jours des biomédicaments et des thérapies ciblées. Les plus gros effets secondaires sont liés à la corticothérapie au long cours avec un risque infectieux que je rappelle assez important et un risque osseux aussi important. Alors, dans les rhumatismes, il y a les rhumatismes inflammatoires, les maladies auto-immunes, les maladies auto-inflammatoires, et il y a également les maladies microcristallines. Donc, vous connaissez tous la goutte, qui est une des maladies microcristallines. Il y a aussi des chondrocalcinoses sévères. Donc, où on utilise aussi des anti-IL-1 qui sont devenus monnaie courante pour des rhumatismes microcristallins sévères. Et également dans l'ostéoporose, il y a des biomédicaments dans les maladies osseuses. Voilà donc toutes nos indications, enfin les principales indications en rhumato. Et donc, diapo suivante, on a pu discuter un certain nombre de fois du rôle de l'infirmière, mais ce que j'avais modifié dans mes diapos, ce n'est pas seulement le rôle de l'infirmière, mais également, encore une fois, du médecin traitant, du kiné, du pharmacien qui, vous voyez les patients bien plus souvent que nous. Quand les patients sont en rémission, on les voit 2 fois par an. Donc, il est fondamental de bien connaître le rhumatisme inflammatoire avec l'éducation thérapeutique pour apprendre les compétences de sécurité, pour avoir le même discours, j'ai envie de rappeler, et pas de dire que c'est des traitements lourds et des traitements compliqués, mais que c'est des traitements adaptés à la maladie qu'ils ont et que la maladie est plus grave que le risque des traitements ciblés. Et puis, autant il y a un an, j'avais noté à venir, mais maintenant, vous savez qu'il y a de plus en plus d'infirmières en pratique avancée qui vont nous aider. Vu qu'on n'est plus assez de rhumatologues, on va avoir de nos collègues qui vont nous aider pour prescrire ce type de traitement. Donc, nous devons être tous ensemble, s'impliquer tous pour faire connaître aux patients correctement leur maladie, bien connaître les précautions d'emploi, et vous allez voir que c'est assez simple. Alors, comme l'a dit Linda, la chose à faire avant n'importe quelle thérapie ciblée ou biomédicament, c'est de rechercher systématiquement toutes les contre-indications. Et nous avons un site, Linda l'avait noté sur une de ses diapositives, qui s'appelle le CRI, Club Rhumatisme et Inflammation, où tout est noté. Quand vous avez un doute, je vous avais noté, mais vous aurez mon diaporama actualisé avec l'adresse mail, le lien, où vous pouvez tout retrouver. La checklist, elle est simple en fait. Il s'agit d'éliminer une infection, donc Linda vous en a parlé, et quelques petites choses avec des particularités pour chaque thérapie. Diapo. Si on prend de façon très globale pour tous les biomédicaments et thérapies ciblées, ce qu'il faut absolument, ce qui est une contre-indication, c'est la tuberculose active. Ainsi, comme le disait ma collègue, il y a un quantiféron à faire pour tous nos patients avant la mise en route d'une biothérapie. Les infections graves sont également une contre-indication. Juste une petite anecdote, il y a du latex dans les seringues du secukinumab, donc c'est quelque chose à savoir avant la prescription de cette classe-là.
Et pour nos patients plus âgés, s'assurer qu'il n'y ait pas d'insuffisance cardiaque pour les anti-TNF et le rituximab, donc les anti-CD20, ou une insuffisance hépatique sévère pour les inhibiteurs de JAK kinase. Voilà les contre-indications. Alors, je vous ai pris un exemple avant un anti-TNF, ce qu'on va chercher, mais c'est qu'un exemple pour cette classe, mais que vous pouvez reporter pour les différentes classes. Donc, c'est les infections, c'est les risques, c'est les antécédents de cancer, parce qu'il faut toujours travailler avec les oncologues. Il y a certaines biothérapies qu'on peut mettre même quand il y a un cancer actif, hein, mais ça, c'est du cas par cas. Des affections auto-immunes, on va choisir aussi plutôt l'un que l'autre. Les vaccins, je pense que là, Linda vous a bien expliqué tout ce qu'il fallait faire. Et effectivement, nous, pour les adultes, les ados ou les adultes jeunes, on s'assure qu'ils ne veulent pas faire un voyage en Afrique où il faut les vacciner contre la fièvre jaune qui reste une contre-indication. Et je ferai un petit focus sur la grossesse. Donc ça, c'est à l'interrogatoire. Donc les vaccins, je rappelle juste que pour les adultes, c'est le DT polio tous les 10 ans, que la vaccination contre le pneumocoque, vous avez un schéma différent si vous avez été vacciné antérieurement par le pneumovax ou pas. Et la grippe saisonnière qu'on préconise, ainsi que la vaccination anti-SARS-CoV-2. Pour les examens complémentaires, c'est en fait très simple. Il y a une prise de sang avec des choses de base, un quantiféron, des sérologies d'hépatite B et C qui sont de façon systématique, et dans de plus en plus d'équipes, on rajoute l'hépatite E, ainsi que l'HIV. Voilà pour les sérologies. Et à côté de ça, une radio du thorax. Donc, une prise de sang, une radio de thorax, et on fait, bien sûr, on met les règles de bonne pratique de dépistage des facteurs de risque de néoplasie. Contrairement à la population pédiatrique, il faut s'assurer que nos patients soient bien vus et font bien leur prévention avec les consultations gynéco, dentaires, etc. Diapo. Donc, les autres particularités selon les autres thérapies. Pour les anti-IL-17, on va s'assurer qu'il n'y ait pas d'infection fongique à répétition. On va s'assurer qu'il n'y ait pas, avec une spondyloarthrite, une maladie inflammatoire chronique de l'intestin associée. Pour les anti-IL-6 récepteurs, être sûr qu'il n'y a jamais eu de diverticulite. Pour les anti-CD20, c'est l'utilisation de la corticothérapie. Et pour les inhibiteurs de Janus kinase, on s'assure de l'absence de varicelle zona et surtout, comme le disait Chloé en préambule, sur le risque cardiovasculaire élevé, des facteurs de risque mal contrôlés, où il y a eu, comme vous le savez, depuis quelques années, une alerte avec oral surveillance. Voilà le CRI. Alors, cette diapo est illisible. Elle est juste pour vous montrer comment ça se passe si vous allez sur le club rhumatisme et inflammation. Vous voyez pour chaque classe de médicaments les différentes choses à faire, que faire en cas d'association médicamenteuse, que faire en cas de chirurgie, etc. Donc, si vous avez une petite perte de mémoire, vous allez sur les fiches du CRI, c'est super bien fait, c'est remis à jour de façon très fréquente. Diapo. Alors, la surveillance. J'ai envie de dire déjà pour le médecin que la surveillance reste clinique parce que malheureusement, on voit beaucoup de patients, comme je le disais, on est de moins en moins nombreux et il faut absolument quand même que le patient soit examiné à chaque consultation. La surveillance biologique, elle est très simple. On veut bien entendu évaluer l'efficacité, la tolérance. Et encore une fois, pour l'efficacité, on ne veut plus des patients qui aillent mieux, mais des patients qui aillent très bien, et notamment une rémission complète, qu'elle soit clinique, échographique et biologique. Et on a, grâce à ces 9 classes de traitement, la possibilité que les patients aillent très bien dans un grand nombre de cas s'ils ont été pris en charge à temps. Linda vous parlait justement du délai diagnostique, hein, c'est pareil pour les adultes. Si on associe les traitements avec un DMARDS chimique associé, on peut avoir une amélioration. Si les doses peuvent être augmentées de façon optimale, et puis sinon, il faut savoir switcher de thérapeutique. Pour nos collègues infirmières, il faut effectivement participer à apprendre le geste de l'injection sous-cutanée, bien que maintenant, donc, dans les inhibiteurs de Janus kinase, on a des petites molécules par voie orale. Pour ce qui est d'infirmières hospitalières, s'assurer de la checklist au moment des perfusions, de l'absence de contre-indications et d'événements intercurrents qui pourraient nous interpeller, nous, pour modifier une date de cure. Diapo. Alors, j'ai repris juste quelques petites situations cliniques courantes.
d'intervention chirurgicale, par exemple. Et là, j'ai juste sorti du CRI, hein. Encore une fois, les situations, si on a une chirurgie à faible risque infectieux ou une chirurgie à haut risque infectieux, et vous voyez qu'on ne peut pas dire on arrête les médicaments dans le même sens, parce que comme l'étanercept, Chloé vous disait que c'est une demi-vie très courte, vous voyez, vous devez arrêter l'étanercept 2 semaines, vous pouvez être opéré 2 semaines après la dernière injection, tandis que si votre patient il est traité par infliximab, eh bien, il faudra prévoir cette chirurgie 9 semaines après la dernière injection. Donc, encore une fois, si vous ne savez pas, vous n'êtes pas sûr, vous allez sur le CRI et tout est notifié. On arrête le traitement ciblé, on peut mettre une antibioprophylaxie, on reprend de façon globale la cicatrisation complète, mais on regarde en fonction des demi-vies quand il faut arrêter le traitement. Diapo. Pour le voyage, si possible, on essaye d'anticiper les choses. Alors moi qui ai beaucoup de patients ados ou adultes jeunes, on essaye qu'ils ne nous envoient pas le mail la veille au soir en disant qu'ils partent demain et qu'il faut leur envoyer l'ordonnance et le certificat. Il y a des certificats tout faits, il suffit que vous le signiez pour qu'ils puissent garder leur traitement en cabine s'ils partent en avion. Et pour certains voyages, on a l'habitude de les envoyer à la consultation du voyageur pour leur rappeler un certain nombre d'éléments de base, de précautions euh, standards contre les insectes, précautions alimentaires, etc. Diapo. Alors, que faire pour la grossesse? Dans mon nouveau diaporama, j'ai essayé de simplifier les choses. En fait, les choses ont beaucoup changé et d'une année à l'autre, les choses changent. En fait, on peut mettre les anti-TNF, qu'on connaît très bien maintenant, hein, ça fait plus de 20 ans qu'on les utilise en pratique quotidienne. Et ceux-là, on peut les utiliser pendant toute la grossesse, notamment dans des cas de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin associées au rhumatisme, où on discute au cas par cas, mais on peut grosso modo les garder toute l'année, toute la grossesse. Pour tout ce qui est des autres traitements, vous voyez, il y a 1 an, on marquait qu'ils n'étaient pas recommandés pendant la grossesse. Tout ça, ça a été largement réétudié. Toujours, si vous avez un doute, c'est le CRAT, le Centre de référence des agents tératogènes, et que ce soit les anti-IL6 récepteurs, les anti-IL17, les anti-IL23, les anti-IL12-23. On peut, s'il n'y a pas d'autres options thérapeutiques, les poursuivre pendant la grossesse. Pour tout ce qui est désir de paternité, on peut tout continuer sans arrêt. Il n'y a pas de besoin particulier pour le papa. C'est juste pour nos traitements qu'on connaît un peu depuis moins longtemps que les autres, en l'occurrence donc les inhibiteurs de JAK kinase, où effectivement pour l'instant ils ne sont pas recommandés, mais on peut discuter avec le CRAD. J'ai eu le cas il n'y a pas très longtemps pour une patiente qui n'a que les inhibiteurs de JAK kinase qui ont permis la mise en rémission, où une fois de plus, on a une discussion au cas par cas. Donc, vous retenez bien, pour la grossesse, anti-TNF, on les connaît depuis très longtemps, on peut continuer toute la grossesse. Pour l'allaitement, on peut reprendre les anti-TNF pour l'allaitement. Pour tous les autres, si on n'a pas d'autres options thérapeutiques, on peut les mettre, sauf petit warning sur les inhibiteurs de Janus kinase, qui ne sont pas encore des médicaments aussi bien connus que nos autres biothérapies. Diapo. Alors, là aussi, j'avais complètement modifié mes diapos, c'est pas grave. Des petits cas cliniques, une dame qui a une PR qui me dit est-ce que je peux faire mes injections ailleurs que dans le ventre? Alors ça, vous, les infirmières, les médecins généralistes, les pharmaciens d'officine, vous entendez tout ça. Donc, oui, on aura la réponse si tu cliques, tu auras la réponse qui arrive. On peut injecter autre part que dans le ventre, que ce soit fait au niveau des cuisses, au niveau des bras. Il n'y a pas de souci. Moi, je dis toujours aux patients de faire ce qui est le plus simple pour eux, ce qui est le moins douloureux. Et voilà. Diapo. Donc, ensuite, un petit jeune patient qui a une spondylarthrite et un Crohn, qui a entendu qu'il fallait arrêter ses injections pour se faire vacciner et qui ne veut plus arrêter ses injections d'adalimumab, donc d'anticorps monoclonal, parce qu'il va très bien. Comment faire? Alors, si on clique, on aura effectivement la réponse. Je ne sais pas si vous savez. Pour les gens qui sont très bien contrôlés, qui sont sous métaux associés, hein, souvent on a des associations de traitement chez les adultes, on préconise d'arrêter transitoirement le méthotrexate 2 semaines après la vaccination antigrippale. Ça a largement été montré dans la médecine d'adulte pour améliorer la réponse vaccinale. Diapo.
Pour une petite jeune qui dit que ça lui gratte après ses injections d'étanercept, qu'est-ce qu'on peut préconiser? Alors, je crois que Linda vous a tout dit. Il faut effectivement bien leur rappeler, je pense que les infirmières d'éducation thérapeutique et tous les intervenants expliquent bien ce qu'il faut faire, de sortir le produit suffisamment tôt du réfrigérateur, de l'injecter lentement, de mettre un traitement antihistaminique et une corticothérapie locale, et ça se passe très bien, très rapidement. Diapo. Enfin, avec tous les blogs, tous les sites qu'on peut voir, on a des patients qui nous demandent entre les injections par stylo et les injections par seringue. Et maintenant, avec les biosimilaires, c'est parfois très compliqué parce que, comme le rappelait Chloé, il y a des stylos qui sont complètement différents. En fait, peu importe, c'est des choix de patients et je pense que c'est important d'en parler avec eux, de voir ce qu'ils préfèrent utiliser. Mais l'efficacité est bien entendu la même. C'est en fonction de ce que préfère le patient. Pour les détartrages, ça, c'est des petites choses toutes simples, hein. Souvent, le dentiste a peur. Vous savez que le dentiste a très peur des traitements à visée osseuse. On a des appels de façon hebdomadaire pour les traitements anti-ostéoporotiques. Ben, on a aussi souvent des appels et ils veulent des notes. Donc, je leur imprime les fiches du CRI. Est-ce qu'il faut arrêter les injections pour un détartrage? Non. Mais selon, effectivement, les indications, on peut mettre une antibioprophylaxie. Diapo. Enfin, l'endoscopie digestive, est-ce que ça nécessite d'arrêter les injections de biothérapie? Non, ça ne nécessite pas, que ce soit sous anti-TNF, sous anti-IL-17, IL-23, IL-12-23. C'est pareil, on n'arrête pas les traitements. J'avais rajouté, je pense juste à quelque chose, j'avais rajouté une diapo par rapport à l'année dernière sur les risques de tatouage et de piercing. Vous savez qu'on voit de plus en plus de jeunes patients qui sont tatoués et percés. Alors, les recommandations de la Société française de rhumato contre-indiquent les piercings parce que j'ai appris ça. Un piercing, notamment au nombril, ça peut mettre 9 mois à cicatriser, chose que j'ignorais avant de refaire mes diapos pour ce soir. Par contre, pour le tatouage, cela revient au faible risque infectieux après une chirurgie. Donc, l'arrêt du traitement sera en fonction du traitement biologique que vous avez, bien entendu. Mais en tout cas, tout le monde s'accorde à dire pas de piercing si on peut limiter les risques infectieux. Voilà, je suis vraiment désolée pour tous ces problèmes informatiques. Je vais envoyer à la filière la bonne formule de 2023. Je reste à votre disposition pour toute question et je remercie encore la filière de m'avoir invité pour cette 3e édition.